Alors, bonjour les premières 6. Quelque chose que j'aurais dû vous faire, en fait, avant qu'on fasse la lecture linéaire numéro 3, c'est vous lire le chapitre intitulé Des coches et vous donner au fur et à mesure quelques explications. Alors, ce qui serait pas mal, c'est que vous suiviez avec moi, donc que vous ayez votre livre. Je prends le texte tel qu'il a été écrit par Montaigne. Si c'est trop, voilà, si ça devient trop compliqué, je vous donne des explications. Et puis, vous n'hésitez pas, vous aussi, à m'envoyer vos commentaires. Vous pouvez commenter soit via YouTube, hein, ou vous pouvez me poser des questions aussi sur WhatsApp. Donc, des coches. Les coches, c'est les véhicules, les moyens de transport. Je vous lis peut-être le petit paragraphe qui précise. Souvenez-vous que le premier livre des essais, on est en 1580. Le troisième livre, on est en 1588. Mais en réalité, ce chapitre, on précise qu'il a été écrit 12 ans après des cannibales. Dans ce chapitre, Montaigne se fait désinvolte, pratique son style à saut et à gambade. Vous vous souvenez, c'est une expression qu'on a déjà vue plusieurs fois, en abordant quantité de sujets apparemment sans lien entre eux. Mais la notion de branle permanent, alors oui, certes, ça va vous faire rire, branle, branler, etc. On le retrouve aussi chez Molière, un moment où il y a, je crois que c'est dans les Fourberies de Scapin, Géronte qui est dans un sac et Scapin qui lui dit « ne branlez pas, ne branlez point ». Donc, on arrête de rire maintenant. Le verbe branler, au départ, il veut dire simplement bouger, mettre en mouvement. D'accord ? Donc, on rigole bien une bonne fois et puis après, on n'y revient pas. Donc, la notion de branle permanent, c'est-à-dire de mouvement permanent. Tout est mouvant, rien n'est figé, rien n'est fixe et on n'a finalement aucune connaissance assurée à 100%. Je vous rappelle que tout simplement pendant des années on a pu croire que la Terre était plate, alors finalement on s'est rendu compte qu'elle était ronde. On a pu croire pendant des centaines d'années que la Terre était fixe et que le Soleil tournait autour, alors qu'en fait c'est l'inverse. Donc on est dans un monde qui change perpétuellement et où les idées, les opinions, les pratiques, les coutumes vont changer. Si cher aux philosophes est central dans ce chapitre, ordonne l'ensemble. Donc la condition instable de l'homme, le monde en perpétuelle transformation et le nouveau monde récemment découvert, tout cela n'est-il pas à l'image du mouvement incessant régissant tout, écriture, regard sur le lointain et coche compris. Et donc là je commence la lecture du texte écrit par Montaigne. Il est bien aisé à vérifier que les grands auteurs, écrivant des causes, ne se servent pas seulement de celles qu'ils estiment être vraies, mais de celles encore qu'ils ne croient pas, pourvu qu'elles aient quelque invention et beauté. On retrouve ici quelque chose qu'on a vu en HLP, les sophistes, qui sont capables de tenir un discours, même s'ils ne sont pas convaincus de sa vérité, et ils sont même capables de tenir un discours d'un sens, enfin d'une opinion, et ensuite le discours d'une opinion contraire. Donc finalement, les auteurs écrivent pas seulement sur ce qu'ils savent être véritable, mais aussi sur des opinions, des choses qu'ils savent ne pas être véritables, mais bon, qui ont quelques agréments, c'est-à-dire quelques plaisirs à être lus. Ils disent assez véritablement et utilement s'ils disent ingénieusement. Nous ne pouvons nous assurer de la maîtresse cause. Nous en entassons plusieurs, voir si par rencontre elle se trouvera en ce nombre. Et donc, citation ici de Lucrèce, De Natura Rerum, de la nature des choses. Lucrèce, donc, qui est un philosophe de l'Antiquité, du 1er siècle avant Jésus-Christ. Il ne suffit pas d'indiquer une seule cause, il faut en donner plusieurs, dont une seule sera la bonne. Donc, on accumule des idées, et puis peut-être qu'on se dit, oh, finalement dans tout ce bazar-là, il y aura peut-être une chose qui sera juste. Me demandez-vous d'où vient cette coutume de bénir ceux qui éternuent ? Vous savez, quand on éternue, on dit « à vos souhaits ». Nous produisons 3 sortes de vent. Attention, accrochez-vous bien. Celui qui sort par en bas est trop sale. Le vent qui sort par en bas, c'est le prout. Celui qui sort par la bouche porte quelques reproches de gourmandise.
Celui qui sort par la bouche, le vent, c'est le rot. Et le troisième est l'éternuement. Et parce qu'il vient de la tête et est semblable, nous lui faisons cet honnête recueil. Ne vous moquez pas de ces subtilités. Elle est, dit-on, d'Aristote. Donc à nouveau, convocation d'un philosophe de l'Antiquité reconnu pour expliquer une coutume un petit peu bizarre. Autre philosophe de l'Antiquité qui est cité, il me semble avoir vu en Plutarque, qui est de tous les auteurs que je connaisse celui qui a mieux mêlé l'art à la nature et le jugement à la science, rendant la cause du soulèvement d'estomac qui advient à ceux qui voyagent en mer, que cela leur arrive de crainte, ayant trouvé quelques raisons par laquelle ils prouvent que la crainte peut produire un tel effet. Autrement dit, si on a le mal des transports, c'est parce qu'on a peur. On a bien prouvé aujourd'hui maintenant avec la science et les découvertes médicales que ce n'est pas le cas. Moi, qui suis fort sujet, sais bien que cette cause ne me touche pas, et le sais non pas par argument, mais par expérience nécessaire. Sans alléguer ce qu'on m'a dit, qu'il en arrive de même souvent aux bêtes, et notamment aux pourceaux, c'est-à-dire aux cochons, hors de toute appréhension de danger. Effectivement, les animaux n'ont pas véritablement conscience du danger lorsqu'ils sont transportés. Et ce qu'un mien connaissant m'a témoigné de soi, qui étant fort sujet, c'est-à-dire sujet au mal des transports, l'envie de vomir lui était passée 2 ou 3 fois, se trouvant pressé de frayeur en grande tourmente. Comme à cet ancien, il s'agit d'un philosophe romain, Sénèque, qui écrit à Lucilius, dans ses lettres à Lucilius, que sa nausée, lors d'une tempête en mer, l'empêcha tellement d'avoir peur qu'il sauta à la mer pour regagner le rivage. Je n'eus jamais peur sur l'eau, comme je n'ai aussi ailleurs, et c'en est assez souvent offert de juste, si la mort l'est, qui m'est au moins troublée ou éblouie. Elle naît parfois de faute de jugement, comme de faute de cœur. Tous les dangers que j'ai vus, ça a été les yeux ouverts, la vue libre, saine et entière. Encore faut-il du courage à craindre. Il me servit autrefois, au prix d'autres, pour conduire et tenir en ordre ma fuite, qu'elle fût sinon sans crainte, toutefois sans effroi et sans étonnement. Alors étonnement à pendre au sens fort. Être étonné, c'est être frappé par le tonnerre, être frappé par la foudre. Elle était émue, mais non pas étourdie ni éperdue. Les grandes âmes vont bien plus outre, c'est-à-dire font beaucoup mieux, vont bien plus loin, et représentent des fuites non racises, c'est-à-dire pas seulement calmes, non racises seulement et saines, mais fières. Comme s'il pourrait y avoir effectivement une fuite glorieuse. Disons celle qu'Alcibiade récite de Socrate, notre compagnon d'armes. Compagnon d'armes parce que Socrate, c'est vraiment le philosophe par excellence. Je le trouvais, dit-il, après la route de notre armée, lui et Laquès, des derniers entre les fuyants, et le considérais tout à mon aise et en sûreté, car j'étais sur un bon cheval et lui à pied, et avions ainsi combattu. Je remarquai, premièrement, combien il montrait d'avisement, c'est-à-dire de précaution, et de résolution, au prix de Laquès, et puis la braverie de son marché, nullement différent du sien ordinaire, sa vue ferme et réglée, considérant et jugeant ce qui se passait autour de lui, regardant tantôt les uns, tantôt les autres, amis et ennemis, d'une façon qui encourageait les uns et signifiait aux autres qu'il était pour vendre bien cher son sang et sa vie à qui essaierait de la lui ôter. Et se sauvèrent ainsi, car volontiers on n'attaque pas ceux-ci, on court après les effrayer. Voilà le témoignage de ce grand capitaine qui nous apprend ce que nous essayons tous les jours, qu'il n'est rien qui nous jette tant au danger qu'une fin inconsidérée de nous en mettre hors. Autrement dit, plus on cherche à éviter le danger, plus on risque de s'y trouver confronté. Donc ensuite, vous aviez une citation latine tirée de l'historien Tite-Live, donc là encore, une référence à l'Antiquité. En général, moins on a peur, moins on court de risques. Notre peuple a tort de dire « celui-là craint la mort » quand il veut exprimer qu'il y songe et qu'il la prévoit. La prévoyance convient également à ce qui nous touche en bien et en mal. Considérer et juger le danger est aucunement le rebours de s'en étonner. Je ne me sens pas assez fort pour soutenir le coup et l'impétuosité de cette passion de la peur, ni d'autres véhémentes.
Si j'en étais un coup vaincu et atterré, je ne m'en relèverais jamais bien entier. Qui aurait fait perdre pied à mon âme ne la remettrait jamais droite en sa place. » Autrement dit, si Montaigne avoue avoir eu une peur absolue, terrible, etc., il ne s'en remettrait jamais complètement. Elle, c'est-à-dire mon âme, se retâte et recherche trop vivement et profondément, et pourtant ne laisserait jamais ressouder et consolider la plaie qu'il aurait percée. Il m'a bien pris qu'aucune maladie ne me l'ait encore démise. À chaque charge qui me vient, je me présente et oppose en mon haut appareil. Ainsi, la première qui m'emporterait me mettrait sans ressource. Je n'en fais point à deux. C'est-à-dire, c'est un proverbe, vous avez une note qui vous dit « Je ne m'y reprendrai pas à deux fois, je n'hésite pas ». Par quelque endroit que le ravage fossa m'a levé, me voilà ouvert et noyé sans remède. Épicure, à nouveau référence de l'Antiquité, dit que le sage, ne peut jamais passer à un état contraire. J'ai quelques opinions de l'envers de cette sentence, c'est-à-dire du contraire. Que qui aura été une fois bien folle, bien fou, ne sera nulle autre fois bien sage. À partir du moment où on a perdu pied complètement une fois, on ne s'en remet jamais complètement. Dieu donne le froid selon la robe. Autrement dit, pour Montaigne, Dieu donne suffisamment de ressources pour que chacun puisse s'en tirer. Et me donne les passions. Passion, je vous rappelle que c'est quelque chose de positif comme quelque chose de négatif. Les passions, c'est ce qui est très fort dans l'âme. Et ici, en l'occurrence, c'est au sens étymologique de patior, en latin, qui veut dire souffrir. Donc Dieu me donne les passions selon le moyen que j'ai de les soutenir. Nature m'ayant découvert d'un côté, m'a couvert de l'autre. M'ayant désarmé de force, m'a armé d'insensibilité et d'une appréhension réglée ou moussée. Or, je ne puis souffrir longtemps, et les souffrais plus difficilement en jeunesse, ni coche, ni litière, ni bateau, et toute autre voiture que de cheval, et en la ville et au champ. Mais je puis souffrir la litière moins qu'un coche, et par même raison plus aisément une agitation rude sur l'eau, d'où se produit la peur, que le mouvement qui se sent en temps calme. Effectivement, il arrive que finalement, lors d'une tempête, on se sent moins malade que lorsque le bateau avance tranquillement, lentement, vague après vague, etc. Par cette légère secousse que les avirons donnent, dérobant le bateau sous nous, je me sens brouiller, je ne sais comment, la tête et l'estomac, comme je ne puis souffrir sous moi un siège tremblant. Quand la voile ou le cours de l'eau nous emporte également ou qu'on nous toue, c'est-à-dire qu'on nous remorque, qu'on fait avancer le navire, cette agitation unie ne me blesse aucunement. C'est un remuement interrompu qui m'offense, et plus quand il est languissant. Je ne saurais autrement peindre sa forme. Les médecins m'ont ordonné de me presser et sangler d'une serviette le bas du ventre pour remédier à cet accident. Ce que je n'ai point essayé, ayant coutumé de lutter contre les défauts qui sont en moi et les dompter par moi-même. Si j'en avais la mémoire suffisamment informée, je ne plaindrais mon temps à dire ici l'infinie variété que les histoires nous présentent de l'usage des coches au service de la guerre, divers selon les nations, selon les siècles, de grands effets, ce me semble, et nécessité. Si que c'est merveille que nous en ayons perdu toute connaissance. Autrement dit, comme pour tout le reste, les pratiques sont variables. Et les pratiques de se déplacer en voiture, alors quelles qu'elles soient, évidemment, il ne s'agit pas des voitures telles qu'on les connaît aujourd'hui, on est bien d'accord, c'est pas des voitures avec des roues qui roulent avec de l'essence. Les voitures, c'est tout ce qui est tiré par un cheval, par un âne, qui est porté par des hommes, voilà, des choses, voilà. J'en dirais seulement ceci, que tout fraîchement, du temps de nos pères, donc en gros au début du XVIe siècle, les Hongres les mirent très utilement en besogne contre les Turcs, en chacun y ayant un rondelier et un mousquetaire, et nombre d'arquebuses rangées, prêtes et chargées.
le tout couvert d'une pavesade à la mode d'une galiote. Alors là, c'est un passage un petit peu compliqué. En fait, on a fixé sur ces voitures toutes sortes d'armes pour se défendre. Et comme ça, eh bien, les soldats peuvent se servir au fur et à mesure et n'ont pas qu'une seule arme à leur disposition. Ils faisaient front à leur bataille de 3000 tels coches. Et après que le canon avait joué, les faisaient tirer avant et avaler aux ennemis cette salve avant que de tâter le reste, qui n'était pas un léger avancement, ou les décochaient dans leurs escadrons pour les rompre et y faire jour, outre le secours qu'ils en pouvaient tirer pour flanquer en lieu chatouilleux les troupes marchant en la campagne ou à couvrir un logis à la hâte et le fortifier. De mon temps, un gentilhomme en l'une de nos frontières, imposte de sa personne et ne trouvant cheval capable de son poids, autrement dit un peu obèse, ayant une querelle, marchait par pays en coche de même cette peinture, et s'en trouvait très bien. Mais laissons ces coches guerriers. Les rois de notre première race marchaient en pays sur un chariot traîné par 4 bœufs. Donc là, il est question non plus des voitures au sens militaire, mais au sens de parade des objets qui vont être la preuve de la puissance d'un roi. Sachant que là, donc, les aînés de notre première race, les Mérovingiens, marchent simplement sur un chariot traîné par 4 bœufs, donc rien de très spectaculaire là-dedans. Marc-Antoine, donc, qui est un roi, un empereur du début plutôt de la fin de l'Antiquité romaine, fut le premier qui se fit mener à Rome, et une garce ménestrière quant et lui par des lions attelés à un coche. Donc il est accompagné par une jeune fille qui joue de la musique et il est tiré non plus par des bœufs mais par des lions, ce qui est évidemment bien plus spectaculaire. Héliogabale en fit depuis autant, se disant si belle, la mère des dieux, et aussi par des tigres, contrefaisant le dieu Bacchus. Il attela aussi parfois 2 cerfs à son coche, et une autre fois 4 chiens, et encore 4 garces nues. Alors les garces, ce sont des prostituées. Donc voilà, il se faisait traîner par des prostituées, se faisant traîner par elles en pompe, tout nus. L'empereur Firmus fit mener son coche à des autruches de merveilleuse grandeur, de manière qu'il semblait plus voler que rouler. L'étrangeté de ces inventions me met en tête cette autre fantaisie, que c'est une espèce de pusillanimité, c'est-à-dire de faiblesse, aux monarques, et un témoignage de ne sentir point assez ce qu'ils sont, de travailler à se faire valoir et paraître par dépenses excessives. Autrement dit, les rois, les monarques, les princes ne cherchent pas avant tout à briller par ce qu'ils sont, mais par ce qu'ils possèdent. Et ça, c'est quelque chose que Montaigne, évidemment, critique. Donc, je termine. Et un témoignage de ne sentir point assez ce qu'ils sont, de travailler à se faire valoir et paraître par dépenses excessives. Ce serait chose excusable en pays étranger. Mais parmi ces sujets où il peut tout, il tire de sa dignité le plus extrême degré d'honneur où il puisse arriver. Comme à un gentilhomme, il me semble qu'il est superflu de se vêtir curieusement en son privé. Sa maison, son train, sa cuisine répondent assez de lui. Le conseil qu'Isocrate donne à son roi, c'est-à-dire le roi de Salamine, ne me semble sans raison. Qu'il soit splendide en meubles et ustensiles, d'autant que c'est une dépense de durée qui passe jusque à ses successeurs, et qu'il fuit toute magnificence qui s'écoule incontinent et de l'usage et de la mémoire. Autrement dit, autant il est utile de dépenser pour des choses qui vont rester et qui vont être transmises de génération en génération, que des choses qui ne vont pas rester et vont être oubliées très rapidement. J'aimais à me parer, et donc là, Montaigne revient finalement à sa propre expérience, quand j'étais cadet, jeune, à faute d'autres parements, et me seyais bien. Il en est sur qui les belles robes pleurent. Nous avons des contes merveilleux de la frugalité de nos rois autour de leur personne et en leurs dons. Grands rois en crédit, en valeur et en fortune.
Démosthène combat à outrance la loi de sa ville qui assignait les deniers publics aux pompes des jeux et de leurs fêtes. C'est-à-dire quelque chose qui va disparaître. Vous connaissez peut-être l'expression donner du pain et des jeux au peuple pour lui faire oublier toutes les souffrances qu'on peut lui infliger par ailleurs. Donc Démosthène combat à outrance la loi de sa ville qui assignait les deniers publics aux pompes des jeux et de leurs fêtes. Il veut que leur grandeur se montre en quantité de vaisseaux bien équipés et bonnes armées bien fournies. Donc quelque chose de beaucoup plus utile que simplement des jeux, des foires. Et a-t-on raison d'accuser Théophraste d'avoir établi en son livre des richesses un avis contraire et maintenu telle nature de dépense être le vrai fruit de l'opulence ? Ce sont plaisirs, dit Aristote, qui ne touchent que la plus basse commune. Autrement dit, les plaisirs futiles, vains, qui passent, c'est ceux qui touchent la foule, le peuple. Alors que pour les rois, les choses qui durent devraient être plus importantes. Donc ce sont plaisirs, dit Aristote, qui ne touchent que la plus basse commune, qui s'évanouissent de mémoire aussitôt qu'on en est rassasié, et desquels nul homme judicieux et grave ne peut faire estime. L'emploi me semblerait bien plus royal, comme plus utile, juste et durable, en ports, en havres, c'est-à-dire des ports artificiels, fortifications et murs, en bâtiments somptueux, en églises, hôpitaux, collèges, réformations de rues et chemins. Et effectivement, tout ça, c'est quelque chose de beaucoup plus utile et durable. En quoi le pape Grégoire XIII a laissé sa mémoire recommandable de mon temps, et en quoi notre reine Catherine témoignerait à longues années sa libéralité naturelle et munificence, si ses moyens suffisaient à son affection. Libéralité, munificence, tout ça, c'est des mots qui veulent dire la prodigalité, le fait de dépenser son argent. La fortune m'a fait grand déplaisir d'interrompre la belle structure du Pont-Neuf de notre grande ville. Alors, le Pont-Neuf, on vous signale que c'est en fait le plus vieux pont de Paris. Sa construction commence en 1578, mais à cause des guerres de religion qui réclament beaucoup d'argent, eh bien, sa construction ne se termine qu'en 1607. Donc la fortune m'a fait grand déplaisir d'interrompre la belle structure du Pont-Neuf de notre grande ville et m'ôter l'espoir avant de mourir d'en voir en train l'usage. Et effectivement, Montaigne ne verra jamais la fin de la construction du Pont-Neuf. Outre ce, il semble aux sujets, spectateurs de ces triomphes, qu'on leur fait montre de leur propre richesse et qu'on les festoie à leurs dépens. Ah oui, parce qu'effectivement, les rois, s'ils sont riches, c'est pas de leur propre argent. Ils sont riches avant tout de l'argent qu'ils tirent de leurs sujets, de leur peuple. Car les peuples présument volontiers des rois, comme nous faisons de nos valets, qu'ils doivent prendre soin de nous apprêter en abondance tout ce qu'il nous faut, mais qu'ils n'y doivent aucunement toucher de leur part. Et pourtant, l'empereur Galba, ayant pris plaisir à un musicien pendant son souper, se fit apporter sa boîte, donc ça veut dire sa boîte, là où il conserve son argent, et lui donna en sa main une poignée d'écus qu'il épêcha avec ces paroles. « Ce n'est pas du public, c'est du mien. » Tant il y a qu'il advint le plus souvent que le peuple a raison, et qu'on repaît ses yeux de ce de quoi il avait à paître son ventre. Autrement dit, on leur donne des jeux pour s'occuper, des spectacles pour s'occuper, mais on ne leur donne pas de quoi se nourrir, ce qui pourtant devrait être l'essentiel. La libéralité même n'est pas bien dans son lustre en main souveraine. Les privés y ont plus de droits, car à le prendre exactement, un roi n'a rien proprement sien. Il se doit soi-même à autrui, c'est-à-dire à son peuple. La juridiction ne se donne point en faveur du juridiciant, c'est-à-dire en faveur du roi en l'occurrence, c'est en faveur du juridicié, c'est-à-dire du peuple. On fait un supérieur non jamais pour son profit, c'est-à-dire, mais au contraire, pour le profit de l'inférieur, et un médecin pour le malade, non pour soi. Toute magistrature, comme tout art, jette sa fin hors d'elle. Nul art ne s'enferme en lui-même, dit Cicéron. Par quoi les gouverneurs de l'enfance des princes, qui se piquent, c'est-à-dire qui prétendent leur imprimer cette vertu de largesse, c'est-à-dire la dépense généreuse, parfois excessive, et les prêchent de ne savoir rien refuser et n'estimer rien si bien employé que ce qu'ils donneront, instruction que j'ai vue en montant forte en crédit, ou ils regardent plus à leur profit qu'à celui de leur maître, ou ils entendent mal à qui ils parlent. Il est trop aisé d'imprimer la libéralité en celui qui a de quoi y fournir autant qu'il veut aux dépens d'autrui.
Et son estimation se réglant non à la mesure du présent, mais à la mesure des moyens de celui qui l'exerce, elle vient à être vaine, c'est-à-dire inutile, en mains si puissantes. Ils se trouvent prodigues, c'est-à-dire trop généreux, avant qu'ils soient libéraux, c'est-à-dire déjà généreux. Ils en font trop. Pourtant est-elle de peu de recommandations au prix d'autres vertus royales, et la seule, comme disait le tyran Denis, qui se comporte bien avec la tyrannie même. Je lui apprendrai plutôt ce verset du laboureur ancien. Et alors cette fois, Montaigne ne va pas citer du latin, pour une fois. Il va citer du grec ancien, qui est donc une citation de la poétesse grecque Corinne. C'est cité par Plutarque et plus tard par Juste Lipse. Et c'est consacré aux jeux et aux combats antiques. Donc on le voit ici, l'érudition, c'est-à-dire la connaissance, la culture de Montaigne n'est pas seulement une culture latine, c'est aussi une culture grecque. Et donc il cite en grec ancien, ce que vous avez à la page 77. Si l'on veut faire une bonne récolte, il faut semer à la main et non verser le grain du sac. Autrement dit, si on veut finalement obtenir quelque chose de bien, il faut faire les choses modestement, mais correctement, et non pas faire les choses à la volée, donner comme ça, sans aucune distinction, sans aucune réflexion au final. Et qu'il faut, à qui on veut retirer fruit, semer de la main, non pas verser du sac. Il faut épandre le grain, non pas le répandre. Et qu'ayant à donner, ou pour mieux dire, à payer et rendre à tant de gens selon qu'ils l'ont desservi, il en doit être loyal et avisé, dispensateur. Si la libéralité d'un prince est sans discrétion et sans mesure, je l'aime mieux avare. Autrement dit, pour Montaigne, mieux vaut un prince qui dépense rien du tout qu'un prince qui dépense sans réfléchir, sans compter et finalement sans distinguer le bien du mal. La vertu royale semble consister le plus en la justice. Et de toutes les parties de la justice, celle-là remarque mieux les rois qui accompagnent la libéralité, car ils l'ont particulièrement réservée à leur charge, là où toute autre justice, ils l'exercent volontiers par l'entremise d'autrui. L'immodérée largesse est un moyen faible de leur acquérir bienveillance, car elle rebute plus de gens qu'elle n'en pratique. Plus on s'en sert, et moins on peut s'en servir. Est-il rien de plus sot que faire en sorte de ne pouvoir faire plus longtemps ce qu'on aime faire ? Et si elle est employée sans respect du mérite, elle fait honte, fait vergogne à qui la reçoit et se reçoit sans grâce. Des tyrans ont été sacrifiés à la haine du peuple par les mains de ceux-mêmes lesquels ils avaient iniquement, c'est-à-dire injustement, avancé. Telle manière d'homme estimant assurer la possession des biens indûment reçus, en montrant avoir à mépris et haine celui de qui il les tenait, et se ralliant au jugement et opinion commune en cela. Autrement dit, on estime qu'il y a des traîtres, finalement, à leur roi, qui ont reçu beaucoup d'eux et qui les trahissent parce qu'ils estiment que quelqu'un qui donne comme ça sans réfléchir, c'est quelqu'un qui mérite finalement d'être démis de ses fonctions, voire tout simplement emprisonné ou tué. Les sujets, c'est-à-dire le peuple, d'un prince excessif en don, se rendent excessifs en demande. Ils se taillent non à la raison, mais à l'exemple. Il y a certes souvent de quoi rougir de notre impudence, c'est-à-dire de notre manque de mesure. Nous sommes surpayés selon justice quand la récompense égale notre service. Car n'en devons-nous rien à nos princes d'obligation naturelle ? S'ils portent notre dépense, il fait trop. C'est assez qu'ils l'aident. Le surplus s'appelle bienfait, lequel ne se peut exiger, car le nom même de libéralité sonne liberté. Autrement dit, quand on sert son prince, on ne fait que son devoir. Et si le prince nous récompense, c'est parce qu'il le souhaite et non pas parce qu'on l'oblige à le faire. À notre mode, ce n'est jamais fait. Le reçu ne se met plus en compte. On aime la libéralité que future. Par quoi plus un prince s'épuise en donnant, plus il s'appauvrit d'amis. Autrement dit, plus on va donner sans compter, etc. Et finalement, moins on sera apprécié.
on sera au contraire moqué. Hein, et c'est d'ailleurs ce qu'on peut voir, parce qu'effectivement, si on donne à tous sans distinction, qu'on donne beaucoup n'importe comment, quel respect on peut avoir pour vous? Vous voyez ce que je veux dire? Comment assouvirait-il des envies qu'il croissent à mesure qu'elles se remplissent? Qui a sa pensée à prendre ne l'a plus à ce qu'il a pris. La convoitise n'a rien si propre que d'être ingrate. L'exemple de Cyrus ne duira pas, donc ne sera pas inutile, en ce lieu pour servir au roi de ce temps de touche à reconnaître leurs dons bien ou mal payés. C'est-à-dire cet exemple pourra leur servir d'exemple, de touche, et leur faire voir combien cet empereur les assénait plus heureusement qu'ils ne font. Par où ils sont réduits de faire leurs emprunts sur les sujets inconnus et plutôt sur ceux à qui ils ont fait du mal que sur ceux à qui ils ont fait du bien. Ils n'en reçoivent aide où il n'y ait rien de gratuit que le nom. Effectivement, quand un prince emprunte, finalement, ce n'est pas ses amis, ses soi-disant amis, ceux à qui il a fait du bien, qui vont accepter de lui prêter. C'est plutôt ceux qui lui sont indifférents, voire opposés, qui vont accepter de lui prêter, mais évidemment pas gratuitement, contre quelque chose en échange. C'est le principe des banques aujourd'hui qui veulent bien prêter de l'argent, mais à condition qu'on leur donne des intérêts. Crésus lui reprochait sa largesse et calculait à combien se monterait son trésor s'il eut les mains plus restreintes, c'est-à-dire s'il avait donné moins. Il eut envie de justifier sa libéralité et, dépêchant de toutes parts vers les grands de son état qu'il avait particulièrement avancé, pria chacun de le secourir d'autant d'argent qu'il pourrait à une sienne nécessité et le lui envoyer par déclaration. Quand tous ces bordereaux lui furent apportés, chacun de ses amis, n'estimant pas que ce fût assez faire de lui en offrir autant seulement qu'il en avait reçu de sa munificence, y en mêlant du sien plus propre beaucoup, il se trouva que cette somme se montait bien plus que l'épargne de Crésus. Sur quoi lui dit Cyrus : « Je ne suis pas moins amoureux des richesses que les autres princes, et en suis plutôt plus ménager. Vous voyez à combien peu de mise j'ai acquis le trésor inestimable de tant d'amis, et combien ils me sont plus fidèles trésoriers que ne seraient des hommes mercenaires sans obligation, sans affection, et ma chevanche mieux logée qu'en des coffres, appelant sur moi la haine, l'envie et le mépris des autres princes. » Je vous rappelle que Crésus, c'était un roi qui était extrêmement riche, et pourtant Cyrus se montre encore plus riche parce qu'il a accepté de prêter avec distinction à des amis proches de lui qui sont prêts à l'aider en cas de besoin. Les empereurs tiraient excuse à la superfluité de leurs jeux et montres publics, de ce que leur autorité dépendait aucunement, au moins par apparence, de la volonté du peuple romain, lequel avait de tout temps accoutumé d'être flatté par telle sorte de spectacles et excès. Mais c'était particuliers qui avaient nourri cette coutume de gratifier leurs concitoyens et compagnons principalement sur leur bourse par telle profusion et magnificence. Elle eut tout autre goût quand ce furent les maîtres qui vinrent à l'imiter. Alors, je vais m'arrêter là parce que déjà 30 minutes de lecture, c'est pas mal. On en est à peu près à la moitié de l'essai. Donc, je continuerai demain à vous faire la lecture et à vous commenter au fur et à mesure pour que vous compreniez. Surtout, vous n'hésitez pas à poser des questions s'il y a des choses qui vous semblent incomprises, parce que je vous rappelle que lorsque vous allez avoir affaire à l'examinateur, il peut vous poser des questions de compréhension sur le texte pour le situer, enfin sur le texte de lecture linéaire que je vous ai proposé hier, mais pour le contextualiser. Donc si vous n'avez pas compris le contexte, ça va être compliqué. Je vous rappelle aussi que pour vous aider, vous avez la structure des 2 chapitres à partir de la page 138. Et pour terminer aujourd'hui, je vous rappelle également qu'il y en a certains qui n'ont toujours pas envoyé leur réquisitoire sur l'exposition coloniale de 1931. Donc, je pense en particulier à Enzo, Noah, Alicia et Carla qui ne m'ont rien envoyé. Tous les autres m'ayant envoyé leur travail, c'est demain dernier délai, sinon ce sera 0.
Transmettez-leur s'il vous plaît, au cas où certains n'auraient toujours pas eu accès ni au groupe WhatsApp, ni à ces vidéos YouTube. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. À demain.